Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Jonathan Salmona, ancien cadre dans une société de services numériques. Il a décidé de prendre un virage radical. Pendant 15 ans, il a évolué dans un univers de performance, de croissance, mais aussi de contradiction. En 2019, il dit stop et fonde Shodo, une entreprise de services IT qui casse les codes, transparence totale, confiance comme pilier, salariat repensé. Jonathan Salmona nous raconte. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu présent. Je suis ravi d'être là. Jonathan, pourquoi avoir mis 15 ans avant de dire stop ? Wow, c'est une belle question. Spontanément, parce que je gagnais trop d'argent, je pense. Et que le questionnement qui s'est emparé de moi, déjà, il a été vachement progressif. Et puis en fait, j'étais dans un confort financier quand même qui, je pense, qui n'a pas participé à catalyser la décision. Donc ça s'est fait, ça a été un cheminement long. Ouais. Mais est-ce que malgré tout, il y a eu un élément déclencheur, celui qui vous a fait prendre la décision d'arrêter, en tout cas, et de faire des choses? En fait, il y en a plusieurs des éléments déclencheurs. C'est quelque chose qui est quand même sous-jacent dans mon parcours. À un moment donné, je me rends compte que je suis dirigeant salarié, et puis je me rends compte qu'en fait que pour toucher mes bonus, je suis obligé de prendre des décisions. Enfin, je prends des décisions, parce que je suis pas obligé. Je prends des décisions qui, en fait, sur le moyen terme, voire sur le long terme, sont pas des décisions hyper smart pour l'entreprise. Grosso modo, je prends des décisions pour maximiser les revenus. Le corollaire, quand on maximise les revenus, c'est qu'on n'augmente pas trop les gens, on forme pas trop les gens, on n'investit pas trop sur les gens. Et en fait, je suis dans un secteur où la principale richesse sont quand même les salariés, les consultants, les consultantes. Et ça, c'est quelque chose qui commence à me faire rentrer en dissonance. Et puis, pour aller, je pense, à l'essentiel, en 2018, ce qui quand même parachève de me faire switcher, c'est que je perds mon père très très vite. Et puis, je me rends compte en fait que j'ai plus trop de temps à perdre dans ma vie. Donc, vous diriez que c'était essentiellement une sorte de crise de valeur? Ouais, c'est une crise de valeur. Enfin, c'est un questionnement, je pense, comme on peut avoir la chance de l'avoir à 40 piges, la fameuse crise de la quarantaine. Ouais. C'est une crise de... Ouais, c'est une forme de dissonance, effectivement, sur les valeurs, c'est bien résumé. Et vous le disiez, quand on a un bon poste, un bon salaire, c'est difficile de tout remettre en question. Comment votre entourage a réagi ? Hyper bien, parce que j'étais dans en fait, j'avais la mère de mes enfants dont je suis séparé maintenant à l'époque a été super sportive. Supportive, donc plutôt elle m'a accompagné. Donc on vous a pas pris pour un idéaliste? Non, puis après, je veux dire, je suis pas, avec tout le respect que j'ai aussi pour le métier de berger, j'ai pas tout plaqué pour aller élever des chèvres dans le Larzac. J'ai tout plaqué pour monter une entreprise dans la tech, dans un secteur que je maîtrisais parfaitement, dans lequel j'évoluais depuis plus de 15 ans à l'époque, et en fait, je prenais très peu de risques. Néanmoins, vous avez su repenser le modèle et ça, on va y venir. Avec plaisir. Est-ce que vous avez eu besoin d'accompagnement malgré tout? Est-ce que vous avez eu un mentor? Vous voulez dire dans le passage? Au moment où vous switchez? Non, parce qu'en fait, au moment où je switch, j'évolue sur des fonctions de direction depuis déjà plusieurs années. Donc en fait, j'ai de l'expérience, j'ai de l'expérience de Vous n'avez pas eu besoin de vous entourer d'un cercle d'entrepreneurs ou de... Non, ça je l'ai fait après. Ça je l'ai fait après, puisque j'ai la chance de rejoindre le club Bootstrap. Mais j'ai déjà, moi, dans mon entourage professionnel, j'ai pas lancé la boîte seul, j'ai pas créé Shodo seul. Je l'ai créé avec Guillaume Ferron, avec qui, du coup, j'ai quand même, c'est vraiment, je l'ai fait avec un père, PAIR, ce qui me permet d'avoir, je pense, de rester hyper aiguisé dans la vision entrepreneuriale
et puis dans la prise de décision. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même en quittant un modèle classique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque? Non, en fait, pour répondre plus exactement, je pense que moi, je dis souvent, je suis un entrepreneur de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets une vision et des idées politiques, économiques, sociales dans ma vision de l'entreprise. Grosso modo, ça veut dire que je considère que il faut être rentable, c'est une évidence. Là, pour le coup, je pense qu'il y a consensus dans l'entrepreneuriat sur le sujet. En revanche, je considère que maximiser l'EBITDA, enfin les revenus, a un impact, à mon sens, qui est préjudiciable, puisque moi, je suis dans un secteur qui connaît un turnover moyen de 25 à 30%, parce qu'on prend des décisions qui sont extrêmement court-termistes, donc qui sont des décisions qui permettent d'avoir beaucoup de performances économiques dans l'entrepreneuriat. Je parle des ESN, mais je pense que ça serait globalement applicable dans beaucoup d'autres secteurs. Là où moi je pense que investir sur le bien-être salarié, c'est-à-dire mieux payer les gens, investir dans de la formation, investir dans du temps, dans du bien-être salarial, ça a un impact sur le moyen terme et voilà. Je pense que c'est un vrai investissement. Ouais, tout à fait. Et on va y revenir, mais avant ça, j'aimerais quand même vous demander pourquoi être resté dans ce secteur. Vous auriez pu faire toute autre chose. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Déjà, c'est un secteur que je connais très très bien, dans lequel j'ai identifié des points de douleur pour lesquels on avait le sentiment d'avoir des réponses, donc qu'on voulait apporter. Il y avait des solutions. Ouais, voilà, ça c'est la première des réponses. Puis la seconde, je trouve que c'est un secteur formidable parce que il permet justement, de par ses caractéristiques naturelles, c'est un secteur qui est quand même en forte croissance, même quand ça va moins bien comme aujourd'hui. C'est un secteur en forte croissance. La gouvernance des contrats est très simple. On est à 5-10% près en début d'année. On est en capacité de savoir quel va être le chiffre d'affaires annuel. C'est très agréable. Et donc ça permet, en fait, ça nous a permis d'aller justement faire de l'innovation sociale, d'aller tester des choses qu'on n'aurait probablement pas pu faire dans d'autres secteurs. Dans un autre secteur. Ouais. Vous dites que Shodo veut redonner du sens au salariat. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon secteur, le principal enjeu de mon secteur aujourd'hui, c'est de réduire le turnover, à mon sens. Puisqu'avec un turnover de 25 à 30% en moyenne, on n'est plus en capacité de bien faire notre travail. Notre travail, c'est quoi? C'est d'aller apporter de la valeur en clientèle, d'aller accompagner des clients dans la réalisation de leurs projets informatiques. Et il se trouve que quand vous avez autant de gens qui partent, la première conséquence, c'est que celles et ceux qui débutent un projet sont rarement les personnes qui vont le finir. Et ça vous pose un gros problème de vision, de maintien de savoir-faire, etc. Donc c'est hyper frustrant. Et c'est vraiment cette douleur-là qu'on a cherché à s'attaquer à travers un modèle qui apporte des réponses qui fidélisent, puisque nous, notre turnover, par exemple, l'an dernier, en 2024, est de 5% seulement, donc beaucoup plus performant que le reste du secteur. Mais à travers des pratiques de transparence des salaires, de partage du capital, de mesures aussi d'égalité de genre, on arrive à redonner du sens au salariat, parce que c'était ça la question, refaire venir les gens dans le salariat, dans un secteur qui est quand même très très touché par l'essor du freelancing. Et il y a la dimension l'autonomie aussi. Oui. Mais est-ce que tout le monde est prêt à gérer autant d'autonomie? Non, votre question c'est de savoir est-ce que c'est simple tous les jours en tant que oui, est-ce que tout le monde est fait pour ça, quoi? Alors moi je pense que déjà les gens qui sont dans votre entreprise, vous les avez recrutés. À partir du moment où vous les avez recrutés, à partir du moment où vous avez confiance dans votre processus de recrutement, dans votre manière d'évaluer les gens, en théorie, vous êtes en capacité d'avoir choisi des gens parce qu'a priori, ils ont des caractéristiques, notamment en termes d'intelligence situationnelle qui s'y prêtent. Et moi, je suis persuadé, nous, on travaille dans le secteur, en ESN, on est plutôt avec des cadres supérieurs. Ce sont normalement des gens qui sont
qui ont fait un minimum d'études ou en tout cas qui ont en maîtrise. Une certaine forme de maîtrise. Et moi, je pense que à partir du moment où vous êtes vous êtes en capacité de leur apporter de la transparence, de leur donner du contexte, on est tous en capacité derrière de prendre les meilleures décisions. Et sur cette notion de transparence, vous le disiez, les salaires, les marges, le capital, oui. Pourquoi c'est déterminant? Écoutez, on est dans un secteur qui effectivement a la particularité de très bien payer les gens. Le problème, c'est que la redistribution de la valeur, elle est pas ouf. Voilà. Pour ne pas dire inégale. Ouais, elle est pas ouf. Et c'est ce qui fait que depuis 15 ans, beaucoup se mettent à leur compte. Après, donc les gens gagnent bien leur vie. Il se trouve que, si je vous donne quelques métriques, si vous prenez, on va dire, vraiment dans les benches de sociétés concurrentes de Shodo, les marges brutes en moyenne sont de 50 000 euros. Les gens sont très bien payés, ils prennent des augmentations en général de 3 000 à 4 000 euros. Quand vous chargez ce montant-là, vous arrivez à 6 000 euros. Mais en fait, vous vous rendez compte que 6 000 euros sur 50 000, vous avez une répartition entre l'entreprise et le travail qui est effectivement pas hyper équitable. Et donc, mettre en place la transparence des salaires avec une grille et une politique de rémunération qui soit beaucoup plus fair, contribue non seulement à faire revenir les gens vers le salariat, mais surtout à les faire rester. Et comment justement les équipes l'accueillent? Vous les sondez? Vous avez quoi comme retour par rapport à cette transparence-là? Écoutez, déjà le premier retour que je peux vous donner, c'est que quand vous avez un turnover de 5% versus 25, c'est qu'a priori, je dis pas que vous n'avez pas de problème, mais ça va plutôt bien. Le deuxième indicateur qui est super important, c'est que on a recruté donc 150 personnes en plus de 6 ans sur Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes et La Réunion, sans recruteurs, enfin sans embaucher de recruteurs, sans faire ce qu'on appelle de l'approche directe et sans travailler avec des cabinets de chasse. Parce qu'en fait, vraiment, ils viennent pour ça, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a... C'est moteur. À peu près en rythme de croisière, 70% de recrutement qui s'effectue sur la base de candidatures entrantes. Et donc ça, c'est le deuxième feedback que je vous donne par rapport à votre question. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des gens qui viennent spontanément toquer à la porte d'une ESN quand la plupart des concurrents investissent massivement dans du staff, dans des armées de recruteurs, recruteuses, dans de la marque employeur, etc., ça montre que à partir du moment où vous mettez en place de l'innovation sociale, vous avez des résultats. Et j'ai lu également que vous aviez supprimé la période d'essai. Oui, on l'a fait effectivement. Instauré des congés d'ancienneté illimités. Oui, ça fait partie des choses. On essaie plein de choses. Donc, le fameux learning by doing, on apprend en marchant, plus exactement. Et alors, c'est plutôt effectif, vous êtes satisfait? Alors, le congé d'ancienneté illimité, on l'a mis en place l'an dernier, donc à date, les gens nous ont juste pris un jour de congé en plus, donc c'est un peu tôt pour vous le dire. Il faudrait que on se reparle dans au moins 5 ans pour que j'ai un peu plus de recul. En revanche, alors supprimer la période d'essai, c'est pareil. On l'a fait. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des gens? Ça change pas grand-chose. Alors, par rapport à l'entreprise, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, on avait déjà une attractivité qui était hyper forte. Par contre, ce que ça change dans la vie des gens, et du coup, vous avez raison de poser la question, ça change que on ne précarise plus inutilement. Alors, après, on parle... nous, on embauche des devs, développeurs, développeuses, essentiellement, qui sont des métiers quand même hyper demandés. Je pense qu'un dev aujourd'hui qui est tellement sollicité, qui retrouve où elle retrouve un travail en un mois payé 20% plus cher, je pense sans aucun souci, même dans une période extrêmement compliquée comme celle-ci. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on est en maîtrise dans un marché qui est quand même, le marché du dev, il est quand même beaucoup plus simple. La période d'essai, en fait, elle précarise inutilement parce que notre marge d'erreur, nous, sur les recrutements, elle est très faible. On se trompe moins de 5% des cas. Et dans ces rares cas où ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je vais quand même répondre pour les cas pour les cas où ça n'arrive pas. Et en fait, quand vous avez 5% de marge d'erreur, ça veut dire que vous avez 95%
de cas qui se passent sans encombre. Et donc, leur imposer une période d'essai à 95% des gens, alors que c'est pas nécessaire, pardon, on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Pour les 5% à qui ça arrive, il faut redéfinir ce que c'est qu'une erreur de recrutement. Pour moi, une erreur de recrutement sont des profils pour qui, à partir du moment où on a tout essayé, c'est-à-dire former, coacher, accompagner, etc., en fait, on n'arrive toujours pas à se remettre dans une dynamique de succès. Oui. Écoutez, là, après, on reste une entreprise française soumise au droit du travail. Donc, en fait, on peut se séparer à l'amiable via rupture conventionnelle ou prendre nos responsabilités. Oui, tout à fait. Donc, vous y trouvez votre compte. On y trouve notre compte, ouais. Comment est-ce que vous assurez, malgré tout, que le cadre tienne ? Comment est-ce qu'il est prévu en cas de dérive, par exemple ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ? Un système, un process, des étapes, une charte Oui, non, mais donnez-moi peut-être un exemple, je sais pas si... Non, mais justement, je sais pas, sur les congés d'ancienneté limitée, Oui. Je sais pas, est-ce que vous avez prévu de vous protéger ou de... Vous voulez dire si toute la boîte décide Exactement. en même temps de partir Comment on maintient un cadre ? Alors, le cadre, il reste quand même... il y a quand même un cadre. C'est vrai que c'est important de répondre à cette question parce que souvent, quand on parle d'entreprise libérée, les gens, ils ont l'impression que c'est la fête du slip et il y a personne à bord. Donc, en fait, il y a quand même des règles. J'en reviens aux bases. L'intérêt de la transparence, c'est justement de partager les enjeux avec tout le monde. Parce qu'on bosse avec des cadres supérieurs qui sont en capacité de comprendre l'impact de certaines décisions. Donc, et donc, parce que ce sont des cas, ça veut dire qu'il n'y a jamais de conflit ? Ah si, ça veut dire qu'il y a du conflit. Mais ça veut dire que, moi, en tout cas, c'est ma croyance, à partir du moment où on élève les gens, on les rend autonomes, à partir du moment où on les nourrit, moi, je suis persuadé qu'on prend des décisions qui sont meilleures. Ça ne veut pas dire après qu'il n'y a pas des contrevenants, des contrevenantes, des abus, etc. Il y en a toujours. C'est théorisé par un mec qui s'appelle Gordon Forward, il appelait ça la théorie des 3%. C'est à partir du moment où vous allez libérer une entreprise, etc., il y aura toujours 3% des gens qui se comporteront de manière comme des contrevenants, quoi. Et ça sera jamais d'ailleurs les mêmes en fonction des situations. Mais du coup, je réponds à votre question. Et ça, c'est testé, approuvé, vous qui êtes sur le terrain et qui le faites. C'est testé, approuvé. Je vous confirme qu'il y a 3% des gens qui foutent le bordel. Ouais. Mais je vous confirme aussi, parce que c'est le corollaire des 3%, qu'il y a 97% des gens qui jouent le jeu. Et en fait, à mon sens, c'est des gens qui méritent pas d'être impactés par des mesures qui sont chiantes, des mesures de contrôle. Je réponds au congé en une seconde, si je peux. Mais même plus. Il y a des règles. Donc en fait, un employeur peut refuser des congés. D'accord. Ça on en reste là. D'accord. Par contre, on le fait en bonne intelligence. Le fait de donner des congés en grande quantité, c'est quoi l'intérêt ? C'est de faire en sorte que celles et ceux qui ont besoin de se reposer puissent le faire au compte-gouttes ou puissent le faire en posant, je sais pas, si vous avez quelqu'un qui a enchaîné 3-4 ans en clientèle sans trop prendre de congés et qui a envie de faire un break de 3-4 mois et qu'il a accumulé suffisamment de jours, en fait, c'est OK. On va le faire. Alors évidemment, si tout le monde part 3-4 mois au même moment, possiblement que la boîte elle meurt parce qu'en fait, il va y avoir une sortie de cash qui va être trop importante. Donc en fait, on va mettre des règles. C'est jamais arrivé. Le jour où ça arrivait, on est en capacité d'expliquer pourquoi en fait on peut pas comment dirais-je accepter. Et quels sont les champs où vous gardez le contrôle ? C'est-à-dire dans la boîte, bon, j'imagine en termes de recrutement bien sûr, mais puisque c'est un peu le champ des possibles sur papier, est-ce qu'il y a quand même néanmoins des précarés, des choses Oui, en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'on est une entreprise libérée que tout le monde a le droit de tout faire. Le but, c'est de définir des périmètres d'action dans lesquels les gens savent qu'ils peuvent prendre des décisions seuls. Mais il y a des prérogatives qui ne sont pas partagées entre toutes et tous, évidemment. Et vous, à titre personnel, on sait que vous venez d'un modèle classique. Oui. Est-ce que ça a été difficile de déléguer au début ? Non, mais en fait, ça n'a vraiment pas été difficile parce que moi, j'ai vécu en tant que manager. Par exemple, moi, j'ai passé des années à relire des notes de frais.
Et en fait, je pense que ça fait partie des choses qui sont, enfin, en relie des notes de frais, c'est une logique de contrôle. Une des mesures qu'on a prises, nous, quand on a lancé Shodo, on a donné la CV de l'entreprise à tous nos membres. De sorte, en fait, on bosse avec une banque qui s'appelle Conto. Vous faites une dépense, vous la scannez justificatif, ça devient des pièces comptables. En fait, on gagne un temps fou. Il n'y a pas besoin d'aller contrôler des dépenses. Enfin, je veux dire, de l'abus. On contrôle les dépenses, pourquoi? Enfin, parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'abus dans la dépense. Mais si vous parlez à des gens, vous leur expliquez que avec la carte d'entreprise, ils peuvent faire tel ou tel type de dépenses. Nous, on s'en sert pour quoi? On s'en sert pour la logistique, quand on doit se déplacer en clientèle, donc les billets de train, l'hôtel, acheter du matériel, etc. Bon, ben, en fait, dans tous ces cas de figure-là, il y a des règles qui sont encadrées par l'URSSAF. Voilà. Puis après, je pense que tout le monde a conscience que, a priori, on va essayer de prendre le billet à 200 balles plutôt que celui à 300 pour commencer. Bon vous l'avez dit, le modèle Shodo est pensé pour des profils très autonomes. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de juniors? Il y a des juniors qui peuvent être autonomes. Mais donc, ça veut dire qu'ils sont, ils ne sont pas chapeautés, ils sont. Non, mais en fait, ça veut dire que non, vous avez raison. C'était plus pour relever la question, mais on a plutôt une pyramide. Vous avez raison de seniors. Parce que en fait, on est une entreprise qui est positionnée sur une niche d'expertise, et l'expertise, elle est quand même statistiquement détenue majoritairement par des seniors. Maintenant, ça ne nous empêche pas de prendre des profils qui sont moins seniors ou plus juniors quand on considère qu'ils ont le profil pour rentrer chez nous. Et surtout quand ils passent les tests de sélection technique qui sont quand même très exigeants. Mais globalement, oui, en fait, je pense que la culture d'entreprise, enfin, on en revient toujours aux mêmes logiques de fraude, enfin, ou de contrôle. Je pense que c'est dans l'intérêt de personne, c'est dans l'intérêt d'aucun senior ou d'aucun junior d'aller abîmer un modèle qui est cool. Pour en revenir à cette démarche qui est de réinventer le salariat, est-ce qu'il y a des expérimentations qui n'ont pas marché? Des expérimentations. Des choses sur lesquelles vous êtes revenu, des mesures prises qui vous semblaient bonnes, mais qui finalement. Alors non, il n'y a pas de mesures telles quelles sur lesquelles on est revenu. Par contre, il y a effectivement. Bon, j'ai deux épisodes qui me reviennent spontanément. Le premier, donc. Quand on s'est développé, on a fait le choix de se développer à travers des filiales. Et donc, grosso modo, la deuxième entreprise qu'on a montée à Paris, aujourd'hui, s'appelle Shodo Studio. Mais quand on l'a lancé, en fait, par paresse intellectuelle, on avait fait le choix de l'appeler Shodo Paris. En vrai. Et en fait, c'est 3-4 ans en arrière, quand on communique aux salariés qu'en fait on lance une autre filiale à Paris, etc. En fait, on fait une com aux petits oignons, etc. Et en fait, on prend une volée de bois vert. En fait, on prend des retours de quelques anciens qui, au lieu d'être hyper enthousiastes, sont très sévères. Et sur le moment, on comprend pas. On comprend pas. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont hyper intéressantes quand on analyse le feedback salarié. C'est que très souvent, c'est du feedback qui est donné par des gens qui aiment la boîte. Alors que on évolue plutôt dans le monde de l'entreprise, dans des schémas plutôt de préservation. Donc on va plutôt avoir tendance à flatter son manager. Et en fait, quand on a décortiqué les feedbacks, en fait, ce qui remontait, c'était qu'il n'y avait pas du tout de cohérence dans les périmètres. Il y avait des risques de cannibalisation, etc. Et en fait, ça nous a forcé à retravailler notre positionnement. Ce qu'on a fait, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour illustrer le fait que le feedback salarié, il est hyper cool. Après, c'est pas des choses qu'on a changées, mais c'est plutôt, par exemple, c'est ce qu'on fait cette année-là. On a vraiment retravaillé la performance du modèle. Et je parle de performance, je devrais plutôt parler de robustesse d'ailleurs.
on avait pensé, donc je donne cet exemple-là, quand on s'est fondé en 2019, donc la particularité de Shodo, c'est d'aller capter par salarié une marge forfaitaire, donc qui était à Paris de 25 000 euros par an, en province de 20 000 euros par an, et en faisant en sorte que toute la marge excédentaire soit intégralement redistribuée à celles et ceux qui apportent la valeur. Sauf que les seuils de 25 et les seuils de 20, ils avaient été pensés en 2019 dans un marché qui était hyper simple. Et à partir du moment où le marché commençait à se tendre en 2024 notamment, on s'est rendu compte que ce seuil-là ne servait plus, n'était plus suffisant pour permettre à l'entreprise de se développer sereinement. Donc en fait, on a augmenter. Donc, ce sont plus des réajustements. Oui, mais du coup, c'est un réajustement. Vous allez quand même expliquer à des gens qui vont gagner moins. Puisqu'automatiquement, quand vous prenez plus, ils gagnent moins. C'est les vases communicants. Donc, oui, on l'a fait. En fait, on reste quand même ouvert au changement à partir du moment où on se rend compte que c'est nécessaire. Shodo est passé de 0 à 150 personnes en 6 ans. Comment on garde une culture forte avec une croissance aussi rapide? Comment on tient le cap? Vous avez des garde-fous? Oui, on en a un majeur, c'est qu'on est passé d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit. On a tout basculé, on a basculé toute notre culture à l'écrit via un outil qui s'appelle Notion. Enfin, on aurait pu le faire sur plein d'autres choses d'ailleurs, mais l'idée, c'est effectivement. Alors en plus, on est dans une organisation qui est distribuée, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas 150 personnes à Paris, on est 150 personnes à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes et La Réunion. Donc en fait, il faut qu'on soit en capacité d'avoir une culture qui soit comprise partout et qui soit incarnée partout. Donc on l'a fait donc en basculant vers une culture de l'écrit. On l'a fait en nommant un binôme de directeurs généraux au sein de chaque filiale, donc qui sont aussi des mandataires sociaux, qu'on recrute ou qu'on fait monter à dessein parce que ils ont la capacité et les valeurs pour porter le modèle de Shodo. Jonathan, on se rapproche déjà de la fin de cet entretien. Néanmoins, parce qu'on est dans le concret, une petite question. Quel conseil vous donneriez à un manager qui n'ose pas remettre en question le modèle dans lequel il se trouve, il évolue? Déjà, je pense que quand vous êtes prêt à remettre en question un modèle, c'est que vous avez des douleurs. Et je pense qu'il faut être en capacité de savoir si ces douleurs-là, elles sont très fortes et si elles peuvent être effectivement améliorées en changeant la culture. Mais le conseil, moi, que je donnerais, le premier, c'est de ne pas avoir peur d'être quitté. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez changer la culture, vous allez forcément déplaire à des gens qui sont sur place. Mais en fait, il faut se dire que la place que ces personnes-là vont laisser, elle va être occupée par d'autres qui vont venir parce qu'il va y avoir une conformité de valeurs. Et c'est ça, en fait, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est ce qui permet à une entreprise de devenir remarquable et donc d'attirer à soi toutes celles et ceux qui lui ressemblent et, dans l'idéal, de faire fuir les autres. Et pour finir, votre philosophie du management, si vous deviez la résumer, votre vision à vous? Confiance supérieure à contrôle. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Jonathan Salmona, fondateur de Shodo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.